Ensuite, demander à la première expérimentation, expérience, travail commun entre start-up et bailleurs de venir, Didier Mignery et Frédéric Roland, puisqu'on va voir comment vous avez travaillé. Didier Mignery, qui est le président d'UpFactor, et Frédéric Roland, qui est le directeur général adjoint d'Aliad Habitat, directeur du patrimoine et du développement. Et donc vous allez, là on est sur un projet de surélévation de bâtiments sur Lyon et sur Villeurbanne, si je me souviens bien. Et donc vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé ensemble. Didier Mignery, je vous laisse commencer. Bonjour, merci. Effectivement, très heureux de pouvoir présenter cette collaboration avec Frédéric sur ce sujet de la surélévation et de la rénovation globale. Alors, pour revenir juste un petit peu, c'est vrai, moi je tiens aussi à souligner l'accompagnement de Impulse Partners, mais aussi de l'USH, Véronique, qui nous soutient depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir de la visibilité, d'être capable de porter ces messages d'innovation et d'essayer d'emporter et d'embarquer avec nous voilà, les acteurs HLM. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler donc de la valorisation patrimoniale et de travailler sur ce qu'on appelle, nous, le foncier aérien, c'est-à-dire révéler les opportunités de constructibilité des acteurs, des bailleurs sociaux, en travaillant donc sur une analyse de leur patrimoine. Donc chez UpFactor, on a mis au point une application qui permet de faire de la détection à grande échelle et qui permet ainsi d'analyser massivement un patrimoine et ainsi de faire et qui permet de faire une analyse donc une analyse patrimoniale en analysant la hauteur des bâtiments existants et les règles d'urbanisme. Et on est capable ainsi d'analyser très rapidement les restes à construire, bâtiment par bâtiment, parcelle par parcelle. Alors, on peut peut-être faire une première présentation, Frédéric ? Présentation rapide d'Aliad Habitat, oui, merci Didier. Simplement, donc, nous sommes un bailleur qui travaille sur Rhône-Alpes avec à peu près 58 000 logements, 1000 salariés. Et puis, l'année dernière, 1345, pour être précis, logements livrés en 21. Et puis, cette année, un objectif donc de travailler sur une production, une programmation de plus de 2000 logements, dont la majeure partie sur la métropole de Lyon. Voilà, alors juste un petit retour sur UpFactor. On est donc une start-up qui existe depuis 5 ans. On travaille donc sur une application, donc avec un module tech, mais aussi un module d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc d'accompagnement des opérateurs HLM. On a une capacité de scan qui est très très importante, puisque c'est un outil informatique, donc on est capable d'analyser beaucoup d'adresses. On a détecté énormément de potentiel. Et vous voyez, il y a un espèce d'effet entonnoir. Aujourd'hui, on mène 28 projets, notamment en copropriété, à peu près autant chez les bailleurs sociaux. Et rien que sur l'année 2021, on a scanné beaucoup de patrimoine. Maintenant, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le moment du passage à l'acte, entre guillemets, à l'industrialisation potentielle et surtout à la réalisation des premiers projets. Voilà. Peut-être quelques éléments sur les enjeux de la surélévation. Ils paraissent assez évidents, mais je vais peut-être enfoncer quelques portes. Il y en a beaucoup là, quelques portes ouvertes. Mais simplement pour préciser que dans la métropole de Lyon, vous avez vu les objectifs ambitieux que nous avons. Et dans la métropole de Lyon, on a malheureusement peu de foncier disponible, ou en tout cas peu de foncier maîtrisé à des coûts acceptables pour des bailleurs sociaux. Donc on est toujours à la recherche de cette matière première indispensable. On avait beaucoup par le passé travaillé sur ce qu'on appelle nos résiduels fonciers. C'est-à-dire qu'on avait la chance, parfois la difficulté d'avoir des grands ensembles immobiliers dans lesquels il restait des surfaces disponibles que nous avons ces dernières années pu exploiter, puisque sur les 5-6 dernières années, ça nous a permis de réaliser quand même plus de 1000 logements. Donc voilà, ça c'était, je dirais, l'horizontale, la réflexion horizontale. Et puis petit à petit, on s'est dit, ça suffira pas. On a pu échanger et rencontrer UpFactor et on s'est dit, tiens, il faut qu'on passe au cran supérieur, et c'est pas qu'un jeu de mots, en disant on va travailler un peu sur le vertical, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces ensembles immobiliers un peu importants que nous avons et sur lesquels il y a des grandes toitures terrasses, il y a peut-être des choses, voire des grandes dalles de garage, il y a des choses à imaginer. Donc assez logiquement, on s'est dit, voilà, il y a des problématiques d'artificialisation des sols, il y a des problématiques de nécessité de verdissement, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, assez logiquement, avec UpFactor, on s'est croisés et on leur a dit, va, cherche, allez, cherche.
Alors effectivement, donc ça a été donc cette collaboration, elle est née de cette on va dire volonté effectivement d'Aliade de se pencher sur cette relecture patrimoniale. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on avait mené pour la métropole donc un travail global, c'est-à-dire qu'on a analysé l'ensemble, par exemple, des logements sociaux de la ville de Lyon, et où on a identifié beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire un peu plus de 3000 logements, en faisant tourner notre logiciel sur toutes les emprises bâties de logement social de la métropole de Lyon, et en particulier de la ville de Lyon. 50 000 logements, 3000 logements potentiels en surélévation, c'est pas rien, surtout au regard des objectifs de création de logements, et notamment dans l'atteinte des 25% on va dire les 9000 logements qui permettraient d'atteindre les 25% de logement social. Alors comment ça se passe? De manière très pragmatique, dans notre outil, on est capable, donc on analyse les adresses, et on rentre ces adresses dans notre outil logiciel qui permet ainsi de faire de la détection. On croise environ 28 jeux de données, alors les jeux bien sûr de données PLU, mais aussi les étiquettes énergétiques, les emprises bâties, le coefficient d'occupation du sol et ainsi de suite. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler, on en parlera peut-être un peu plus après, de faire de la détection, donc de cibler les meilleurs projets, de générer des fiches Atlas, bâtiment par bâtiment, adresse par adresse, parcelle par parcelle, pour pouvoir dire tiens, à cet endroit-là, vous avez un potentiel en surélévation, mais également un potentiel en densification. Et ça, c'est important, on en parlera un peu plus avec l'OPAC 73 tout à l'heure, mais c'est un moyen donc de relier la constructibilité du patrimoine existant au plan de stratégie patrimoniale. Et donc ça, c'est intéressant parce que on fait le lien entre les besoins en travaux des bâtiments et les opportunités de constructivité, de manière à peut-être mutualiser, et c'est un peu comme ça qu'on l'a envisagé aujourd'hui, de mutualiser travaux de rénovation globale et valorisation immobilière. Voilà. Alors par exemple, voilà quelques exemples, alors un peu, des fois, comment dire, un peu ambitieux. Un peu ambitieux, ça voilà. Ouais. Mais en fait, ça montre l'expression de la règle d'urbanisme. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire simplement que la règle d'urbanisme autorise aujourd'hui, en l'état, et de manière très arithmétique, alors encore une fois, il y a tous les volets qualitatifs ensuite qu'il faut intégrer, mais de manière très arithmétique, par exemple comme ici à Villeurbanne, on a l'opportunité d'aller faire à la fois une surélévation, une valorisation immobilière sur le bâti existant, en exploitant les toitures existantes, mais également une petite densification qui permettrait, dans un site très intéressant, très proche de la Pardieu, de créer du logement à un endroit où on pourrait tout à fait en avoir besoin. Voilà. Donc un autre exemple où là encore, on a la possibilité de coupler surélévation et densification de parcelles. Donc là, c'est là encore intéressant. Et un exemple sur lequel on va revenir de manière un peu plus précise. On a pu échanger avec les élus et on a quelques perspectives heureuses. Alors on va croiser les doigts. Voilà. Et donc où là on voit on est capable d'identifier des immeubles très favorables, c'est-à-dire à la fois des toitures terrasses quasiment inexploitées, c'est-à-dire qu'on a juste les moteurs de ventilation et avec une constructibilité intéressante. Réglementairement, par exemple, là, on a un seul niveau, on va y revenir, mais on a la possibilité, donc, dans les règles alternatives également du PLU, de pouvoir proposer une augmentation et d'aller chercher des règles un peu alternatives. Voilà. Donc, cette première analyse, on va dire macro, cartographique, data, grâce à l'outil logiciel, nous a permis de ensuite entrer dans une phase d'étude de faisabilité, où là, on a une approche plus urbanistique, plus d'intégration, et où, vous voyez, en rouge, c'est le potentiel maximum, gabaritaire, entre guillemets, et puis derrière, on a le profil interprétatif, c'est-à-dire qualitatif, où on interprète la règle, et où on propose, au regard des intentions bien sûr du bailleur, de ses possibilités, de ses volontés, mais aussi de la capacité portante du bâtiment, puisque c'est aussi ça une chose qu'on a intégrée chez Upfactor, c'est la capacité à analyser la descente de charge du bâtiment de manière à avoir une approche, un environnement global du prix de revient des bâtiments. Et donc là, rapidement, on a limité finalement le potentiel qui était quasiment de 3 niveaux à 2 étages sur certains endroits, voilà. Et ensuite, d'arriver à une valorisation globale en travaillant sur une étude encore plus approfondie où là, on intègre le programme de rénovation globale et une première visualisation du programme architectural et technique, entre guillemets, qui permettra aux bailleurs derrière de lancer un appel d'offres et dans lequel nous, on pourra intervenir en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé dans le sujet de la surélévation. Voilà.
Un mot encore, on arrive presque au terme de cette première présentation, mais tout ce que vous nous avez expliqué sur la démarche d'UpFactor, bon, on va l'économiser dans la seconde, mais Fabrice, très bien. Simplement, comme le disait à juste titre Didier, ce qui est intéressant pour les bailleurs et ce qu'on a retenu un peu de ces premiers exercices, c'est celui que tu évoquais tout à l'heure de lien avec le PSP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on examine notre patrimoine et qu'on projette sa réhabilitation, c'est qu'on a plusieurs choses à imaginer, enfin à prévoir de suite, ou trois questions fondamentales à se poser. Alors, je ne reviendrai pas sur celle des problématiques de prévention situationnelle, sur celle du vieillissement. L'énergétique, on n'en parle pas, c'est maintenant acquis, il y a du boulot, mais voilà. Mais surtout maintenant, c'est la question, voilà, dans des secteurs où ça s'y prête, de se poser vraiment le sujet de la pertinence d'une surélévation. Je crois que ça, il faut on parlait en aparté, je finis, de l'outil Gorénov qui est travaillé en ce moment avec la CDC et puis CSTB. Action Logement, etc. et CSTB. C'est vrai que c'est un outil qui devrait, à mon avis, pour permettre aux élus, pour permettre à tous d'avoir une vision globale du patrimoine à l'échelle d'un territoire, de se dire là il y a du potentiel, on parlait de 3000 en peu de temps qu'on a identifié, enfin voilà, on pourrait en parler des heures, mais je crois que notre temps est compté. Il faut vraiment retenir ça. Et puis un autre point quand même qui est important, soyons très francs, ça coûte cher, ça coûte très cher, et on a besoin de la volonté politique. On a besoin de la volonté politique pour nous aider à faire passer le projet, parce que c'est souvent à la limite du réglementaire, il faut un petit étage de plus, il faut quelques stationnements de moins, il faut un produit des fois différenciant pour amener de la mixité, enfin, etc. Et puis comme c'est cher, il faut de la volonté, et comme je dis toujours, la volonté politique doit se manifester en espèces sonnantes et trébuchantes. On peut le dire d'ailleurs encore plus fort, et vous pouvez le répéter, ça c'est pas grave. Donc voilà. Alors, juste pour finir également sur cette collaboration, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas une collaboration en one shot, c'est-à-dire qu'on a fait un scan patrimonial, on va l'élargir aujourd'hui à un environnement plus large du patrimoine, puisque finalement on intègre aussi les différentes contraintes. On apprend quelque part dans un POC. Voilà, on a fait une preuve de concept entre guillemets. Voilà, et derrière l'idée c'est vraiment de voir comment on peut en faire un outil de valorisation patrimoniale. Voilà, ça c'est intéressant. Et comme Frédéric l'a également dit, ça permet aussi aux acteurs publics de se familiariser avec des acteurs qui se saisissent du sujet et où on évoque toutes les problématiques, je veux dire, sur le premier projet, et sur le deuxième, comme par hasard, ça va plus vite. Voilà. Alors je rappelle qu'à l'issue de ces présentations, on aura toute une série de speed meetings entre des startups et des bailleurs, justement pour voir d'autres exemples et d'autres possibilités de collaboration. On reste avec vous, Didier Mignori, avec UpFactor, mais là on va en Savoie, avec à vos côtés Fabrice Hainaut, qui est le directeur général de l'OPAC de Savoie. Il est toujours question de surélévation là, mais il y a eu une entrée en matière, si je puis dire, différente de ce que vous venez de nous exposer avec Aliade. Alors tout à fait. On est arrivé, donc on a échangé donc avec l'OPAC 73 d'une autre façon, avec une demande cette fois plus identifiée sur un sujet très précis. On aura l'occasion d'y revenir et de le partager bien sûr ensemble, sur un besoin, sur une étude de faisabilité avec une opportunité qui derrière va se généraliser ensuite. Bonjour à tous, merci de nous permettre de témoigner, de présenter effectivement ce projet qui vient des équipes du patrimoine. Je le signale parce que c'est important, on a souvent une approche à partir du développement. Là, c'est plutôt le patrimoine qui, quelque part, prend conscience effectivement de la capacité de densifier. Et pour moi, le premier intérêt, il y en a plusieurs, mais le premier intérêt du travail avec UpFactor, c'est de permettre de changer de regard, de se projeter, et donc de changer de regard sur notre patrimoine, de se dire que finalement, ce patrimoine qu'on gère bien, qu'on réhabilite, finalement, c'est une illustration de cette fameuse seconde vie dont on parle, de se dire, ben voilà, il a vécu, ça fait 30 ans qu'il est là. Il faut réinvestir de manière importante. Est-ce qu'on réinvestit pour l'améliorer ou est-ce qu'on réinvestit pour le transformer? Et l'intérêt effectivement du travail avec UpFactor, c'est de rapidement avoir une projection qui nous permet d'abord, et c'est à mes yeux finalement le plus important, d'avoir un débat en interne. C'est-à-dire que les équipes de proximité, de gestion locative, les équipes du patrimoine, les équipes de la maîtrise d'ouvrage vont dialoguer avec
une esquisse de projet. Enfin, quand je dis esquisse, c'est pas péjoratif, hein, c'est quelque chose de dessiné, de concret. Et donc il y a un dialogue. C'est possible, c'est pas possible. Il faut faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. Et finalement, on muscle notre discours. On a quelque part un programme dessiné. On le muscle et on peut aller voir les élus. Parce qu'effectivement, on intervient sur du bâti, on va dire, on va l'augmenter ou on va le densifier, ce qui évidemment ne plaît jamais, notamment aux voisins. Je veux dire qu'on va leur prendre un peu de lumière, on va leur prendre un petit peu d'espace vert. Donc, même si on a tous conscience qu'il faut densifier la ville, voilà, on a musclé notre discours, on peut montrer des choses et avoir un dialogue avec eux grâce effectivement au travail d'UpFactor qui a permis, peut-être on a des images à montrer, alors, double enjeu, effectivement un enjeu micro entre guillemets, c'est-à-dire on est parti d'un bâtiment en station de ski où là le foncier il est pas rare, il n'y en a pas. Hein, donc où effectivement à 10 000, enfin, et puis c'est un vrai chiffre, à 10 000 € le mètre carré de foncier. Donc on ne peut pas y avoir accès, donc on ne peut avoir accès que en densifiant, en surélevant. Donc une approche micro, et on a aussi une approche macroscopique qui est au tout début, en initialisation, voilà, de profiter d'effectivement ce système expert. Et nous, on a cartographié toutes nos zones en B1 en se disant où est-ce qu'en B1 on a des opportunités, et il va y avoir certainement un taux d'échec très important. Donc voilà, c'est la cartographie, c'est la Savoie, avec ses stations d'altitude, avec sa plaque urbaine de Aix à Chambéry, où, vous l'imaginez, il y a une forte demande. Voilà, et on a cartographié on est en train de commencer effectivement à analyser tout ce secteur B1, parce qu'on sait qu'à la fin, sur peut-être 10 projets sur lesquels on va dire c'est possible, juridiquement c'est possible, foncièrement c'est possible, techniquement c'est possible. Après nos échanges en interne sur l'attractivité des groupes, la vie des groupes qu'il faut regarder de près, les usages des habitants, et dialoguer avec les élus pour voir ce qui est acceptable, ce qui correspond à leur stratégie urbaine. Finalement, à la fin des 10, il n'y aura peut-être plus qu'un ou deux projets, et c'est l'intérêt effectivement de travailler avec UpFactor, c'est d'avoir un scan effectivement complet et d'arriver après, comme on l'a fait. Alors on l'a pris dans l'autre sens, on a commencé par le micro, donc là on le prend dans le sens du macro, et puis voilà, par ce travail finalement d'itération et de dialogue, et de 10, de 50 projets, on en fera peut-être un, on en fera peut-être 5, mais on en fera, et ils seront économiques pour la société, parce que c'est du terrain existant, urbanisé, qu'on va à l'occasion finalement améliorer, et on va dialoguer avec les élus sur ce sujet-là. Didier Mignery, donc sur ce nouveau travail là sur un autre terrain que Villeurbanne et Lyon. Ouais, complètement, mais c'est extrêmement intéressant parce que justement pendant longtemps on parlait de la surélévation et de la densification entre guillemets un peu systématique dans les aires urbaines très tendues entre guillemets, donc un sujet de métropole. Avec l'OPAC de Savoie, on va avoir l'occasion de travailler sur des secteurs très identifiés, où on a pu voir l'intérêt de faire de la data, c'est de cibler de manière très, on va dire, quasi automatique les zones les plus tendues, donc les zones B1, et d'extraire ainsi tout le patrimoine de manière très rapide, en analysant deux choses. Un, bien sûr, le potentiel de surélévation avec l'existant, en considérant l'existant, mais également anticiper la potentielle densification des sites, en travaillant sur un nouveau module qu'on a développé en 2021, qui permet d'aller sur la valorisation de l'emprise au sol, et donc de faire le delta entre l'emprise au sol autorisée et celle existante, et de pouvoir ainsi simuler des emprises potentielles en densification. Donc ça, c'est vraiment un sujet très intéressant. Alors vous aviez déjà l'expérience de projets de densification sur votre patrimoine, et c'est vrai que la demande, elle est née aussi de ces échanges et de cette expérience que les bailleurs ont de leurs propres pratiques. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'appréhender un sujet un peu différent de ce qu'on a d'habitude dans les métropoles, puisque on a certes des zones tendues, mais avec des prix de revient peut-être encore plus contraints. Donc là, il faut travailler sur des opérations d'envergure, avec un filtre lié au mètre carré, donc un peu d'industrialisation, un filtre lié bien sûr à l'usage et au confort qu'on va apporter aux locataires, parce que quelque part l'acceptabilité des locataires va être peut-être encore plus difficile à obtenir.
Et puis après, il y a le sujet montagne. Alors ça, je voulais juste y revenir un tout petit peu, puisque effectivement, on est arrivé via le patrimoine, et je les en remercie encore, sur un sujet au départ un peu micro, mais qui est très intéressant parce que qui pointe le doigt de la problématique du logement des saisonniers dans les stations de sport d'hiver et en haute montagne. Une des grosses complexités, vous le savez tous, c'est que les saisonniers ne sont jamais logés ou très peu logés dans les stations. Ils sont en vallée, ils doivent monter, et donc forcément c'est une vraie complexité. Et donc là, c'est l'opportunité de revisiter, à la fois de manière un peu architecturale bien sûr, mais aussi de manière très pragmatique. Et où là, on va quelque part, on a détecté une opportunité de faire, mais on est un peu au-delà des règles d'urbanisme. C'est-à-dire que là, on va proposer un projet qui va permettre des fois de venir contrebalancer la règle en vigueur et de proposer à la mairie une adaptation mineure de son PLU. Et ça fait écho un peu à un travail qu'on mène avec les métropoles, où maintenant chez Factor on travaille un peu à grande échelle, où on les aide à analyser les PLU en vigueur, et on essaye de tester ainsi les règles qui permettent de faire plus ou moins de surélévation, densification. Voilà. Donc c'est en ça que c'est vraiment un exemple, je trouve, assez marquant, assez intéressant, sur un micro-sujet qui est quand même très très problématique, hein, le logement des saisonniers en station, c'est le sujet de l'OPAC de Savoie, bien sûr, parce qu'ils sont très impliqués sur cet élément-là. Et voilà, c'est une solution intéressante. Merci pour cette double présentation. Merci à vous trois. Alors, je précise que l'ensemble des présentations qui sont ici dans cette Agora depuis mardi, vous les retrouverez évidemment, ainsi que le contenu des débats. Vous retrouverez tout ça en ligne sur le site de Laura HLM, qui permettra effectivement à d'autres que celles et ceux qui étaient ici de se les approprier, et même à vous de retourner voir plus en détail ce qui a été proposé. Merci. À tous les trois. Merci. On a un autre exemple qu'on va examiner maintenant. Alors on passe de la Savoie à la Haute-Savoie avec la mise en place d'une bourse d'échange du logement. Là on est dans du service. C'est un projet qui est porté à la fois par l'USH 74 et par Clevertech, et que vont nous présenter Aude Poinsignon, chargé de mission Aura HLM USH 74, et Quentin Supernant, qui est le président fondateur de Clevertech. Bienvenue à vous, et je vous laisse nous présenter cette bourse d'échange. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez commencer? Non, je vais commencer par me présenter. Donc, Quentin Supernant, je suis président de Clevertech, qui est une société qui est basée sur Grenoble, historiquement plutôt spécialisée dans les développements de progiciels, c'est-à-dire les développements de logiciels sur mesure, sur un cahier des charges, et qui depuis 2018 avait en partenariat avec l'USH 74, c'est ce qu'on va vous présenter, propose un dispositif pour les bailleurs sociaux de bourse d'échange de logement. Donc je vais vous laisser peut-être présenter ça, puis on reviendra après là-dessus. Bonjour, et donc je suis Aude Poinsignon, je représente l'association des organismes de logement social en Haute-Savoie, USH 74. Donc la Haute-Savoie, c'est le premier département à avoir développé un site de bourse d'échange de logement, et dont on va parler ce matin. Donc ça rentre dans la catégorie des innovations sociales qui ont pu être développées par les bailleurs sociaux. Donc la Haute-Savoie, c'est un département extrêmement tendu, où les parcours résidentiels sont très difficiles à organiser. On est à plus de 28 000 demandeurs de logements sociaux, et parmi eux, 35% sont des demandeurs en mutation. L'idée des bailleurs, c'était de développer une solution complémentaire, et j'insiste sur le mot complémentaire, au traitement des mutations classiques. Donc à travers un site internet permettant aux locataires souhaitant changer de logement de se mettre en lien et de pouvoir envisager d'échanger leur logement. Donc ce site, nous l'avons pensé en interbailleur. Il y a 8 organismes qui sont impliqués dans la démarche, et en interréservataire, c'est-à-dire que tous les réservataires de logements ont adhéré au projet parce qu'ils y voyaient du sens. Et le sens, c'est de dire que lorsqu'on réalise un échange de logement, ce sont 2 locataires qui sont satisfaits au final. Et donc cet aspect interbailleur et interréservataire permet véritablement de multiplier les possibilités d'échange. Ouais, on a quelques slides à présenter. Ça marche. Il faut appuyer juste là. Voilà. Je vous laisse manœuvrer. C'est avec ce. Voilà. Alors, en termes de processus, donc il est assez simple. Les locataires s'inscrivent sur le site, vont aller déposer une annonce avec des photos, un descriptif de leur logement et présenter leurs critères de recherche. À cette étape-là, le bailleur a un rôle de validation.
Et suite à cette validation, les locataires vont se mettre en contact entre eux et éventuellement organiser des visites lorsqu'ils sont intéressés par leur logement respectif. Donc les locataires vont visiter 1, 2, 3 logements jusqu'à trouver éventuellement un logement qui est susceptible de leur correspondre. Et quand 2 locataires se mettent d'accord entre eux, ils vont signer un formulaire d'engagement réciproque qui est la première étape de formalisation de l'échange. Et vient ensuite la démarche de constitution du dossier qui, on revient là dans un processus un peu plus classique des attributions et le passage en commission d'attribution pour valider l'échange et qui se termine ensuite par la signature d'un nouveau bail. Peut-être un peu plus d'éléments sur le site en lui-même, Quentin ? Oui, alors je vais revenir un peu aussi sur la genèse. Je parlais tout à l'heure en introduction d'un partenariat, parce que c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on est avec l'USH 74. Je trouve ça aussi intéressant. Tout à l'heure, dans les interventions, on parlait d'innovation. On disait les bailleurs sociaux vont aussi chercher auprès des startups l'innovation. Et là, en fait, si Aude connaissait bien le fonctionnement du site et qu'elle le présente, c'est parce qu'en fait, à la genèse, c'est-à-dire avant même que Clevertech intervienne dans ce dispositif-là, le site a été développé dans une première mouture par l'USH 74. Donc l'innovation, elle est venue de l'USH 74. Et ça, je pense qu'il faut le soulever. Elle a commencé par une démarche qui est assez classique, par une société de service. On fait un cahier des charges, la société de service, un appel d'offres, la société de service répond, réalise le site, on le met en place et voilà, et ça fonctionne. Et donc ça a permis vraiment de mettre en place une première version de la bourse d'échange. Et nous, on est intervenu en 2018 à un moment particulier où on a récupéré dans un premier temps aussi de manière classique la maintenance d'un site, et en discutant avec Aude, avec les différents bailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de besoins qui n'étaient pas remplis aujourd'hui par cette mouture. Alors on ne parle pas forcément de besoins de fonctionnalité, mais aussi d'ambition et d'envie. Il y avait aussi une envie qui n'était pas forcément aboutie de faire connaître cette bourse d'échange, de la faire rayonner, de le proposer aussi à d'autres bailleurs. Et c'est là où on intervient, et c'est là où ce partenariat il devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que nous, on arrivait en se disant, effectivement, si on veut donner un objectif, si on veut aller vers ce rayonnement-là, il faut qu'on change un peu notre manière de fonctionner et qu'on sorte de cette dimension-là classique. Et donc ça a vraiment opéré un changement qui est important, puisqu'on s'est porté acquéreur de la solution. Maintenant, Clevertech dispose de la solution. Et on a séparé les expertises entre l'expertise métier issue de l'USH 74 qui est hyper important pour nous parce que nous on l'a pas historiquement, et puis l'expertise plus technique dans la réalisation d'un outil, mais aussi dans le métier d'éditeur. Un bailleur, c'est pas un éditeur de logiciel. Si on veut le développer, si on veut le faire connaître, il va falloir prendre cette posture-là. Il va falloir trouver le modèle économique qui va avec, etc. Et donc c'est là où on est intervenu, c'est là où on a mis en place ce système-là. C'est là où on a fait une grosse refonte du site pour pouvoir le proposer à des bailleurs uniques et à des multi-bailleurs, à des groupements comme les SH 74. Et donc ce partenariat, finalement, l'innovation, elle est venue par les SH 74. Par contre, la démarche continue de développement qui peut être issue justement de ce monde start-up, c'est Clevertech qui l'a apporté. Et en même temps, sans l'USH 74, on ne pourrait pas vraiment aller plus loin dans ce développement-là. Parce qu'on a besoin de ces retours métiers et c'est ce que ça nous permet d'avoir pour continuer à faire développer cette plateforme. Donc aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans l'ère du temps, enfin dans ce qui se fait aujourd'hui en termes de plateforme à destination des locataires, donc qui soient à la fois ergonomiques, intuitives, puisque le but c'est quand même que les locataires soient acteurs de leur recherche de logement, donc qu'ils ne soient pas dépendants du bailleur pour faire cette recherche-là. Donc le plateforme se suffise à elle-même dans la recherche, et puis qu'ils puissent s'adapter aux contraintes des bailleurs, parce que tous les bailleurs n'ont pas les mêmes systèmes d'information, n'ont pas la même façon de fonctionner, et donc c'est important aussi que ça puisse s'adapter à tous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un peu sur le dispositif ? Peut-être sur la rapidité de déploiement, quand vous avez travaillé avec d'autres organismes qui ont fait appel à vous ?
Alors ça c'est important parce que on parle la bourse de logement, elle s'adresse aux bailleurs, mais dans des conditions particulières. Il faut qu'il y ait quand même un parc locatif qui soit sous tension, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie demande d'échange de logements. Donc les échanges de logements, elles arrivent quand par exemple la typologie familiale évolue, hein, c'est-à-dire que les enfants sont partis ou alors au contraire la famille s'agrandit et le logement n'est plus adapté. Donc il y a cette dimension-là qu'il faut répondre. Et alors pourquoi on parle de très rapide à déployer, c'est parce que quand il y a ce besoin qui émerge, c'est aussi poussé par une volonté qui est émergente et qu'on voit qui se développe beaucoup, qui est assez politique, c'est-à-dire que quand un élu au logement prend le sujet et se dit maintenant il faut y aller, il faut qu'on mette en place une bourse d'échange, souvent c'est assez rapide qu'il faut le mettre en place. Donc cette dimension de rapidité, c'est vrai qu'elle est assez importante. Quand on parle de très rapide, c'est-à-dire qu'on parle dans moins d'un mois, la plateforme est ouverte aux locataires. Donc c'est vraiment une attente qu'on constate quand on est sollicité par les bailleurs, qui sont souvent pressés aussi par le temps, par le planning pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif. Donc c'est vrai que c'est assez important de le souligner. Et juste peut-être autre point Signon sur les réactions, vous en tant que bailleur, que vous avez de la part de ceux ou de celles qui ont pu bénéficier de ce service. Alors on a des retours plutôt très positifs, à la fois de ceux qui sont inscrits et qui sont en recherche, et puis de bien sûr ceux qui ont pu échanger. On voit des schémas assez différents, hein, des ménages qui échangent au sein d'un même quartier, des personnes, des familles qui changent de commune, de secteur. Donc ça permet véritablement de faciliter la mobilité géographique. Et puis ça permet bien sûr aux ménages de trouver un logement plus adapté à leur situation personnelle, familiale. Vous voulez commenter cette dernière slide? Oui, alors c'était pour mettre en avant le sens de notre collaboration avec Clevertech. Elle est à deux niveaux. Bien sûr, pour nous, il s'agit de développer l'outil et de le faire évoluer en continu. Ce qu'on retient dans notre travail avec Clevertech, c'est l'importance de notre proximité et puis la souplesse, l'agilité de Clevertech qui se nourrit de nos retours de terrain pour faire des propositions, pour faire évoluer l'outil. Je dois dire aussi que la dynamique de la start-up nous pousse à rester très dynamique sur ce dispositif et à le faire évoluer en permanence. Et puis, il y a une véritable complémentarité qui s'est construite entre nous, dans le sens où on travaille ensemble pour assurer le rayonnement de l'outil. Nous avons le réseau des bailleurs pour présenter à d'autres ce qui est fait à travers la bourse d'échange. Et Clevertech a la technique, les idées pour proposer à d'autres. Juste un mot parce qu'on arrive au terme de cette présentation. Je vais juste souligner alors tous ces aspects-là, effectivement, c'est très important, mais c'est aussi inhérent à un état d'esprit de start-up, c'est-à-dire et puis un besoin de start-up. La proximité, l'agilité, c'est des choses qu'on peut trouver effectivement chez les start-up parce qu'ils ont besoin aussi d'être très réactifs pour faire évoluer les outils. Et ça, c'est quelque chose qui est une nécessité, qui est quelque chose qui est souligné par Aude, mais qui est aussi une nécessité pour pouvoir faire développer la bourse. Donc on est hyper intéressés, nous, pour avoir ces retours de terrain. Et ce partenariat, il est vraiment important. D'ailleurs, il se continue pour les 3 ans supplémentaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qui est dans les deux sens. Donc, aussi bien de notre côté que pour l'USH. Merci. On peut peut-être finir par quelques chiffres. Il faut vraiment aller vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Depuis la création de la bourse en Haute-Savoie, on a plus de 600 familles qui ont pu échanger leur logement. Et puis la bourse se développe ailleurs, au niveau national avec Clevertech. Ouais, très rapidement. Donc on constate depuis à peu près un an et demi qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour ce type de solution, qui a été interrompu par la période Covid, confinement qui a fait en sorte que les bailleurs étaient occupés par d'autres sujets que ce projet-là. Les projets ont été mis en attente. Mais depuis un an, on constate qu'il y a un vrai regain. Et effectivement, la bourse se déploie un peu partout au niveau national. Donc on peut parler de Strasbourg, Montpellier, puis récemment Nice qui a adopté le dispositif. Merci et merci à vous deux. Et maintenant, on va voir certainement d'autres exemples, mais au cours de speed meeting entre start-up et bailleurs. On reviendra certainement sur ces complémentarités. Merci à vous deux. Merci beaucoup.